Nous allons maintenant nous intéresser à l'épisode le plus illustre de la carrière de Suffren, la campagne des Indes, que vous qualifiez, Rémi Monac, d'un des plus glorieux chapitres de l'histoire navale française. Alors commençons par replacer cette campagne, quel en est le but et de quelle force dispose Suffren? Cette campagne se place au moment très important de la guerre d'indépendance américaine, où on va faire un effort aux États-Unis avec l'escadre de l'amiral de Grasse qui va partir en renfort pour aider les insurgés américains, et où on fait, parallèlement à cet effort principal, une diversion aux Indes qui a plusieurs buts. Le premier, c'est de sauver la colonie du Cap de nos alliés hollandais qui risquent fort de tomber aux mains des Anglais, ce qui aurait des conséquences stratégiques très importantes. Et la deuxième, c'est d'essayer de troubler le jeu britannique aux Indes, de frapper l'Angleterre dans sa richesse, puisqu'elle tire beaucoup de son économie, dépend très largement du commerce avec les Indes. On n'espère pas reprendre pied aux Indes et refaire un empire français aux Indes. Par contre, les ennemis des Anglais, qui sont donc nos alliés, les princes indiens rebellés contre l'Angleterre, on espère chasser les Anglais des Indes et obtenir une deuxième indépendance. L'indépendance des États-Unis va être acquise et on aurait pu aussi obtenir l'indépendance des Indes si les affaires avaient marché tout à fait bien. Vous m'avez demandé quelles étaient les forces utilisées pour cette mission. Pardon de vous interrompre, mais vous dites, puisque cette intervention prend place en 1781, et vous dites que c'est l'apogée à ce moment-là de la marine française. Oui, alors ça, j'étais très frappé. Je me suis souvent posé la question à quel moment notre marine a atteint son sommet. Je pense que c'est ce moment, ce mois de mars 1781, où se prépare à Brest l'expédition qui sera commandée par De Grasse et qui va amener, avec la victoire de la Chesapeake, la victoire de Yorktown, la capitulation anglaise et l'indépendance des États-Unis. Donc la marine française joue un rôle absolument fondamental à ce moment-là. Et cette campagne glorieuse des Indes dont nous allons parler avec Suffren. Donc il faut imaginer cette rade de Brest splendide, couverte de voiles, avec ces deux escadres qui appareillent en même temps. Et c'est le point d'orgue, je pense, de notre marine. Alors, pour en revenir à ma question initiale, de quelle force dispose Suffren? De quoi se compose son escadre? Alors, l'escadre de Suffren est une petite escadre de 5 vaisseaux simplement, mais qui doit se renforcer à l'île de France, qui est maintenant l'île Maurice, où nous avons une autre escadre à peu près de la même force, pour atteindre une douzaine de bateaux lorsque les deux escadres seront réunies à l'île Maurice et partiront pour les Indes. L'escadre française est-elle inférieure ou supérieure à l'escadre anglaise? Alors, au début, lorsque Suffren arrivera aux Indes, avec ses 12 vaisseaux, il disposera pendant quelques mois d'une supériorité numérique sur l'escadre anglaise, mais cette supériorité va rapidement s'annuler et s'inverser, puisqu'à la fin de la campagne, le dernier combat de Suffren, il va lutter avec 15 vaisseaux contre 18 Anglais. Une supériorité numérique au départ, mais pas au niveau de la technique. Alors, le grand problème que va rencontrer Suffren, là, jusqu'à présent, on a parlé surtout de ses qualités, mais il faut bien parler aussi des ombres chez ce personnage. Son grand problème, c'est qu'il a beaucoup de mal à obtenir l'adhésion des capitaines qui sont sous ses ordres. Il a quelques très bons amis dans la marine, et dans la campagne précédente, avec Albert de Rion, il a fait des choses merveilleuses. Il aurait aimé garder cet officier avec lui. Mais dans cette campagne des Indes, et notamment avec les officiers qu'il retrouve à l'Île-de-France, il n'arrive pas à obtenir leur adhésion, et donc les ordres qu'il donne sont mal compris et forcément mal exécutés. Il y a certainement du tort, une partie de ces capitaines qui ne sont pas de grande qualité, qui sont des gens qui ont longtemps vécu aux colonies et qui se sont enrichis et qui ne pensent plus à leurs affaires qu'à combattre. Mais il y a malgré tout une incapacité de Suffren à les réunir, à les convaincre, à les fédérer, comme fera un Nelson avec sa bande de frères. Si Suffren a des idées très d'avant-garde sur le plan tactique et stratégique, par contre, dans l'exécution, il n'a pas le charisme de Nelson pour obtenir l'adhésion des gens autour de lui, ce qui fait que ses succès seront toujours des demi-succès simplement. Sa volonté, c'est d'écraser la flotte anglaise une fois pour toutes, d'en finir avec elle et de pouvoir à ce moment-là remplir les missions qui lui sont confiées. Mais là, il n'y arrivera pas parce que ses ordres seront toujours assez mal exécutés. Alors, 5 combats majeurs constituent cette campagne des Indes. Le premier est à Sadras, et en effet, vous dites c'est l'histoire d'une manœuvre géniale, ou du moins très novatrice, qui ne fut ni correctement ordonnée, ni bien comprise, et donc fort mal exécutée. Que se passa-t-il à Sadras? Alors, Sadras, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'on voit une idée géniale de Suffren qui dit, de son temps, il était convenu que 2 escadres combattaient sur 2 lignes de fil parallèles, se canonnaient longuement, et puis on espérait que l'une arriverait à avoir le dessus sur l'autre, mais on n'espérait pas écraser complètement l'ennemi, en détruire l'ennemi. Et Suffren, lui, très justement, estime que en concentrant l'ensemble de ses forces sur une partie seulement de l'escadre ennemie,
on peut obtenir des résultats beaucoup plus probants et beaucoup plus concluants. Et dans la pratique de Sadras, son idée, les Anglais ne sont que 9, il a 12 vaisseaux. Son idée, c'est d'encadrer la queue de la ligne anglaise, les 6 derniers vaisseaux de la ligne anglaise, par 2 fois 6 vaisseaux français de chaque bord, ce qui fait que chaque bateau anglais, dans son idée, serait combattu par 2 vaisseaux français et donc écrasé. Et il ordonne cette manœuvre qui n'est pas comprise, qui est très très mal exécutée. Et il y a simplement 2 derniers vaisseaux de la ligne anglaise qui sont vraiment solidement attaqués, qui manquent d'ailleurs être pris ou coulés, mais le résultat est tout à fait inférieur aux espérances. Et c'est effectué dans une grande confusion. Et c'est exécuté dans une grande confusion, avec une mauvaise volonté du plus ancien des capitaines de Suffren, qui aurait dû prendre en main une partie de l'exécution de cette manœuvre et qui reste d'une passivité totale, n'ayant pas compris ou faisant semblant de ne pas avoir compris la manœuvre ordonnée par Suffren. Alors, lors du deuxième grand combat, qui a lieu cette fois-ci au large de Ceylan, près de l'îlot Provédien, la Suffren va changer de tactique, il va se ranger à la tactique traditionnelle. Cela va-t-il changer les choses ? Alors non, on sent un va-et-vient chez Suffren entre l'idée d'appliquer ces idées nouvelles de concentration de force et puis le sentiment qu'il n'est pas compris, ce qui fait qu'il alterne les procédés classiques et les procédés plus novateurs. Quand il adopte les procédés classiques, ça ne marche pas très bien non plus parce que dans ces procédés-là, il faut aussi une grande sûreté dans l'exécution des manœuvres pour rapprocher son escadre de l'escadre ennemie. Or, il a des voiliers qui sont de vitesses très différentes. Il est assez brouillon dans ses ordres, il multiplie les ordres, il multiplie les signaux de manière un petit peu exagérée. Comme les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il veut faire, il y a un certain désordre dans ces combats, et ce qui fait que le résultat est assez moyen, assez médiocre, même si il réussit malgré tout, dans chacun de ces combats, à porter des coups très rudes à l'ennemi, et que c'est une époque où les canonniers français sont efficaces, tirent vite et bien, et les Anglais ont des pertes considérables et des avaries considérables sur leurs vaisseaux, ce qui sera beaucoup moins le cas dans la période de la Révolution et de l'Empire, où notre marine est d'un degré beaucoup moins efficace qu'à cette époque-là. Alors, 2 engagements ont lieu après, Negapatam et Trincomalee. Là encore, les pertes sont très importantes sans que ça soit décisif. Voilà, ce n'est jamais décisif. Par contre, ça élimine la flotte anglaise pendant un certain temps qui doit se réparer, et ça permet à notre escadre de survivre, de porter secours à notre corps expéditionnaire qui est aux Indes, de se renforcer de ce corps expéditionnaire quand on en a besoin. Le côté génial de Suffren, c'est alors qu'il ne dispose aux Indes d'aucun secours, d'aucune logistique, contrairement aux Anglais qui ont des bases beaucoup mieux approvisionnées, il arrive en vivant sur l'ennemi, en faisant des prises, grâce à nos alliés hollandais avec qui il entretient des relations excellentes, il arrive à faire vivre son escadre, à la faire combattre dans des conditions tout à fait extravagantes, renforçant avec l'armée de terre ses bateaux, donnant ses marins pour renforcer l'armée de terre lorsque c'est nécessaire, avec une grande souplesse et une grande débrouillardise. Débrouillardise, oui, vous insistez beaucoup là-dessus. Alors, la dernière bataille, la plus glorieuse, je dirais, est celle de Gondelour. Les forces françaises sont inférieures aux forces anglaises, et pourtant, donc, Suffren réussit à l'emporter. Et vous précisez que pour une fois, le vent et la mer sont favorables aux Français. Mais est-ce suffisant ? Non, ça n'aurait pas été suffisant si là, Suffren arrivait au bout de cette campagne, après avoir renvoyé en France un certain nombre de capitaines qui ne faisaient pas l'affaire, après avoir obtenu malgré tout des succès, acquis une gloire déjà importante et un prestige vis-à-vis de ses officiers. Pour une fois, ses ordres sont exécutés avec plus de précision, et il a pris l'ascendant moral sur l'amiral anglais Hughes, qui l'a combattu 5 fois et qui maintenant est de plus en plus prudent quand il rencontre les Français. Il prend l'ascendant moral et après un combat qui n'est pas une victoire écrasante, mais qui contraint l'ennemi à se retirer alors qu'il est supérieur. Et il faut peut-être dire ici 2 mots d'ailleurs. Vous parlez de l'ascendant qu'il a réussi à obtenir sur son adversaire anglais. Ça vient aussi du physique et de la personnalité de Suffren. Nous ne l'avons pas encore évoqué. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison de parler de Suffren, que c'est un personnage tout à fait hors du commun, avec un très fort embonpoint. Suffren me fait penser de manière irrésistible à Raymond DeVos, de ces hommes extrêmement agiles, corpulents, mais agiles et très rapides, très vifs. Et donc, c'est un homme qui cultive, il faut bien le dire, ça c'est un aspect qui ne contribue pas à faciliter ses rapports avec ses officiers. Il cultive un côté débraillé et braillard en même temps, donc c'est un personnage vociférant avec ses injures en provençal, parce qu'il parle provençal de manière courante avec son équipage. Donc cet homme de débraillé et hurlant, qui est tout à fait l'opposé du flegme britannique qu'on peut imaginer chez ses adversaires, il enthousiasme ces hommes, il est adoré par ses officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers de la marine et les matelots. Par contre, il choque beaucoup de ses officiers par ce côté, il faut bien le dire, un peu démagogue qu'il a dans ses manières de commander et de se comporter. Alors le succès de Gondelour lui assure la gloire, largement fêté à son retour en France, il est récompensé par le roi. Il meurt 4 ans après son retour à Paris, puisque très tôt, il va avoir des crises de goutte
Donc les dernières années de sa vie, il sera ambassadeur de l'Ordre de Malte. D'ailleurs, vous montrez qu'il ne s'agit pas que d'une charge honorifique, qu'il s'engage vraiment pour son ordre. Nous n'avons malheureusement pas le temps de tout évoquer. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de sa mort, puisque la légende en a inventé une autre finalement. Voilà, c'est dommage pour la légende, effectivement, qui était belle de faire mourir Suffren dans un duel. Alors on le faisait mourir, la personnalité auquel il était opposé varie selon les auteurs, mais souvent c'est un de ces officiers qui avait si mal servi pendant la campagne des Indes et qui avait été renvoyé en France, qui se vengeait avec ce duel. En fait, il n'en est rien. Je pense que les recherches historiques qu'on a pu faire ne laissent pas de doute sur ce plan-là. Suffren est mort de sa belle mort. Bon, il était très corpulent. Sur un bateau, il faisait de l'exercice et il avait réussi à conserver une santé assez florissante. À terre, il a une table absolument abondante, une cave gigantesque, donc il fait certainement des tas d'excès de nourriture et de boissons. Et il devient énorme et apoplectique, il a la goutte, il a un érésipèle, sa santé s'altère. Et on est au mois de décembre 1788, il fait très froid. C'est au moment de l'Assemblée des notables. Suffren, qui a son hôtel à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, part pour Versailles assister à une séance de l'Assemblée des notables. Il avait une très bonne amie à Versailles en la personne de Madame Victoire, qui était la fille de Louis XV, donc la tante de Louis XVI, une excellente dame, une vieille fille un peu très gourmande, comme Suffren lui-même, et qui adorait entendre Suffren raconter ses campagnes. Donc il se retrouve dans les salons de Madame Victoire. Madame Victoire lui trouve mauvaise mine, fait appeler son médecin, et le médecin, qui ne connaît pas les problèmes précis de Suffren, voyant cet homme obèse et rougeoyant certainement, ne trouve rien de mieux que de lui faire une saignée immédiatement. Saignée qui, dans le cas de la goutte, est très fâcheuse. Suffren perd plus ou moins connaissance. Deuxième saignée qui finit de lui faire du mal. Et on le remet, comme il n'est pas question qu'une mort intervienne dans les salons d'une princesse du sang. Donc on le renvoie dans sa voiture à Paris et il mourra 2 jours après chez lui, dans son lit. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Vous concluez votre ouvrage en mettant en lumière les qualités incontestables de stratège de Suffren, mais vous semblez finalement beaucoup plus sceptique sur le tacticien. Donc était-ce là sa faiblesse ? Je pense que c'était là, oui. Autant sur le plan de la stratégie, on ne peut qu'être très très admiratif, parce que c'est un homme qui a des idées extrêmement larges et qui a compris que non seulement l'aspect militaire des choses importait, mais également tous les aspects économiques, diplomatiques, psychologiques. Donc c'est un homme qui a un esprit très vaste et qui avait très bien compris, qui dans sa stratégie utilise tous les modes de stratégie possibles et qui en plus a des qualités de diplomate qui est très importante. Que nous n'avons pas évoqué, On n'a oui. pas évoqué, mais il arrive à obtenir l'appui des Hollandais de manière très efficace. Il a un entretien avec le Nabab Hyder Ali et Tipo Saïb, son fils, à plus tard, des relations d'une très grande cordialité qui jouent un rôle prépondérant dans le succès de cette campagne. Donc, il entretient aussi avec la marine et l'armée de terre, c'est parfois difficile à faire marcher ensemble. Il entretient des relations tout à fait excellentes. Donc, sur le plan stratégique et diplomatique, c'était vraiment un très grand monsieur. Par contre, le tactique, eh bien, c'est le problème de la fédération des énergies autour de lui, de ses capitaines qui n'arrivent pas toujours à fédérer. Il choque son milieu par son comportement qui n'est pas accepté. Et comme c'est un homme qui est très orgueilleux, il ne veut absolument pas faire des efforts dans ce sens-là. Il en rajoute plutôt, ne faisant qu'accentuer ce divorce entre l'esprit un peu étroit des officiers de marine de cette époque et ce personnage hors du commun. Merci infiniment, amiral, pour ce beau portrait de Suffren. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage, donc aux éditions Talendier. Je précise qu'il est doté d'outils très précieux pour des non-marins, comme les données de base de la tactique navale, ou encore les nombreux schémas et cartes qui accompagnent votre récit. Merci infiniment.